à notre invitée d'honneur et de clôture, Régine, que vous avez déjà vue à notre convention la fois dernière et qui nous fait le plaisir de venir, au-delà de parler de son livre, mais de nous faire une conférence sur digitalisation, omnicanal, digitalisation et après. Régine, elle est docteure en sciences de gestion, professeure agréée des universités. Elle a cofondé et co-dirige l'Observatoire de commerce connecté et elle dirige le laboratoire de recherche de management à la Sorbonne. Donc, je vais surtout lui poser une seule question, parce qu'il y en a déjà qui bougent dans la salle, et je voudrais savoir, en fait, Régine, où en sommes-nous dans le commerce au XXIe siècle, digitalisation, omnicanal, digitalisation, et après, il y a encore autre chose. Voilà, tu appuies. Voilà. Je souhaite que le micro soit là directement. Comme tu veux. Donc bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Merci Maryse de m'avoir invitée, vous m'entendez bien ? Très bien. Alors j'ai vu qu'il y avait 2 questions là, qui sont issues de mon ouvrage. Oui, alors effectivement, avoir une stratégie digitale, j'aime bien dire, ce n'est pas mettre du digital dans sa stratégie, et je vous explique pourquoi. Et c'est pour ça que ça fait 20 ans que les entreprises essayent une transformation qu'elles ne parviennent pas. C'est que ce n'est pas ça que mettre en place une stratégie digitale. Et c'est donc, et puis effectivement, un deuxième élément, on parle beaucoup de customer centricity. Moi, je pense qu'il faut déplacer la problématique de la customer centricity pour aller vers l'human centricity. Il faut arrêter de considérer l'individu comme un client qui a un portefeuille à dépenser auprès de vous, mais il faut le considérer dans sa totalité, dans sa globalité. Et ça change tout. On n'est plus là, ça a été dit tout à l'heure par Groupama, pour pousser du produit, mais on est là pour accompagner un individu dans un parcours de vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, juste pour expliquer un petit peu le schéma, j'avais, moi, il y a quelques années, ça doit être 2016, écrit un premier livre qui s'intitulait « Réussir sa stratégie cross et omnicanal ». Ça devait être 2016, je crois. Et fin de l'année dernière, j'ai fait paraître un autre ouvrage dans la continuité qui s'intitule « Le commerce en devenir, omnicanal, digitalisation, figitalisation et après ». Alors pourquoi ce livre ? Pourquoi l'avoir réécrit ou avoir fait une nouvelle formule ? Le Covid était passé par là, et le fait que le Covid passe par là a bouleversé le commerce qu'on est en train de construire, ce commerce du XXIe siècle. Alors je me suis d'abord, et j'ai été ébranlée par ce sujet, on parle de commerce. Peut-on encore aujourd'hui parler de commerce ? Si vous prenez l'étymologie du terme commerce, vous allez voir que ça vient... c'est formé de cum et c'est formé de merx. Cum, ça veut dire quoi ? Eh bien, cum, ça veut dire avec. Ça veut dire que la définition du commerce signifie qu'on travaille avec une autre personne. Donc, il y a une autre personne en face de moi, et le commerce, c'est bien parce qu'il y a un échange entre 2 individus qu'il y a commerce. Or, depuis quelques années, depuis 20 ans, il est très clair qu'on peut vendre des produits sans qu'il y ait une interaction humaine, puisqu'on va utiliser des devices, du digital. Et donc, je me dis déjà, est-ce que le terme commerce est toujours adapté ? Et je me pose cette question, pourra-t-on encore parler de commerce ou va-t-on devoir revoir les termes ? La deuxième chose, si je vais chercher la définition du terme commerce, retail trade, je vais avoir cette définition. Offre de produits en petite quantité revendus en l'état où elles sont consommées. Si vous regardez autour de vous, vous allez voir que cette définition ne convient plus. Pourquoi ? Eh bien, si vous regardez l'évolution du commerce aujourd'hui, il y a plein de commerçants qui ne revendent pas du produit en l'état. On a aujourd'hui des commerçants qui se sont mis à faire de la seconde main. On va être sur des produits comme bocage, on va avoir des bottes de seconde main. On va avoir des produits de location. Si vous allez Solferino, le Casto Solfé à Lille et partout, vous avez énormément de produits en location. Donc, on n'est pas dans des produits revendus à l'État. On a des entreprises aujourd'hui qui se positionnent par rapport à l'environnement, qui vont travailler la réparabilité, Pentagonia par exemple. Donc, effectivement, le commerce lui-même et sa définition est ébranlé par de nouvelles formes d'échanges qui vont avoir lieu.
Alors je me suis posé la question, puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont issues du service ici, la vente de services, est-ce que là aussi on a finalement une terminologie qui ne convient plus? Très souvent, je ne suis pas en interaction avec un conseiller quand j'achète de l'assurance. Il va y avoir effectivement une interface digitale et donc le CUM se pose. Va-t-il y avoir disparition du CUM et donc pourra-t-on encore parler de commerce? Le deuxième élément, je me posais la question sur le contour de service. Ça a été évoqué tout à l'heure, donc je reprends le même exemple. Vous savez que Renault, aujourd'hui, ne vend plus des voitures. Renault ne souhaite plus vendre des voitures, mais il accompagne les gens dans leur mobilité. Ça veut dire qu'il va être capable, effectivement, de partir de chez vous, vous prêter une voiture en location, puis il vous dira où vous pouvez trouver un parking, puis il va vous dire quel vélo vous pourrez prendre, etc. Et il va organiser tout votre parcours de vie en termes de mobilité. C'est du produit ou c'est du service? Je me pose la question. Est-ce que Renault, demain, ne proposera pas de l'assurance sur tout un parcours de vie qu'il aura lui-même orchestré? Et donc, il deviendra un peu leader d'un parcours de vie sur lequel il va orchestrer différentes possibilités de sous-traitance. Alors, je me suis posé la question, on ne peut pas dire qu'on est vers le XXIe siècle, on continue notre route puisqu'elle a commencé depuis 20 ans, vers le XXIe siècle, et le commerce, évidemment, est en train de changer. Alors l'histoire du commerce du XXIe siècle, il est très clair. Avant 2000, c'était assez simple. On était dans une stratégie que l'on appelait monocanal. On n'en parlait pas parce que c'était une évidence. D'un côté, on avait les magasins ou les agences physiques et on avait un seul canal de vente. Et puis, dans le B2B, souvent, on avait un seul canal de vente. C'était la force de vente, les commerciaux, et on avait un seul canal de vente. C'était assez simple, finalement. On voit que les choses se sont extrêmement compliquées depuis. Alors bien sûr, vous avez tous vu l'évolution des termes. 2020, on a parlé de multicanal. Ce terme multicanal a ensuite été transformé par celui de cross-canal. On parle d'omnicanal et évidemment, notre objet, c'est de tenter de se projeter dans l'avenir. Quels pourraient être les termes que l'on va voir? On voit apparaître le terme commerce unifié. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Je ne crois pas qu'il faille unifier. Je pense qu'on est sur des autoroutes marchandes et qu'au contraire, il faut sortir des sentiers battus et laisser pousser, au contraire, des coquelicots sur le bitume. Donc moi, je suis au contraire, à l'inverse, en me disant attention, on est en train d'unifier des parcours, on est en train d'unifier un commerce, alors que l'on attend évidemment autre chose dans un univers aseptisé. Et puis, certains parlent d'headless commerce, c'est ce qu'on appelle commerce sans tête. On va pouvoir rajouter des touchpoints de manière extrêmement facile. Alors, 25 ans d'évolution du commerce en graphique. Alors, je vais revenir. Alors, vous avez tous connu ça. Le monocanal, c'est assez simple. J'ai un canal. Le multicanal, vous avez, certaines entreprises sont encore en multicanal, notamment en B2B. Le B2C, en général, ça fonctionne bien. Le B2B, on a encore des acteurs qui silotent leurs canaux. On a un canal qui s'adresse à un segment de consommateurs, un autre canal qui s'adresse à un segment de consommateurs, ce qui a été et a généré de nombreuses irritations clients. On est passé au cross-canal. Peut-être ça vous évoque quelque chose et je ne vais plus vous en parler parce que c'est plus d'actualité, puisqu'aujourd'hui, clairement, on est dans ce que j'ai appelé l'omnicanal et que j'ai décrit par ce schéma. J'aime beaucoup les schémas. Alors vous allez me dire, est-ce qu'on est vendredi, il est quasi 17h, est-ce que le client est bourré, quoi? Est-ce que ce gars-là qui se balade, c'est quelqu'un qui a commencé trop tôt vendredi soir. Alors pourquoi j'ai remplacé ça? À chaque fois, je tente de donner un graphique qui soit évocateur. Ça, effectivement, c'est mon client et son parcours de vie, c'est-à-dire je dois me rendre à un endroit. Et c'est marrant, le commerce, là, c'est le commerce qui vient vers lui. C'est-à-dire, je vais avoir un client, certains parlent de business de la flemme, où on va avoir des touchpoints qui se rapprochent du parcours de vie du client. Et le client n'a plus besoin de faire un détour, prévoir d'aller faire les courses, s'organiser et tout ça. Donc, on a une multiplication des touchpoints. Et puis, ces touchpoints vont le servir là où il est. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, omnicanal, vous le savez, un préfixe qui signifie tout point de contact. On a clairement une accélération de l'omnicanal, vous le savez. Il y a eu des innovations incroyables pendant le Covid-19, dont certains vont rester.
Il y a eu les opticiens, je crois que c'est Optique 2000, qui sont allés chez les personnes âgées pour leur présenter des lunettes parce que les personnes âgées n'osaient plus venir dans les boutiques. Bah ça va rester. Il y a eu Orange qui a prévu les rendez-vous Orange où vous preniez un rendez-vous et on vous recevait dans un endroit, en tout cas vous étiez sur rendez-vous. Ça va rester parce que ça enrichit la relation client. Votre conseiller Orange, il vous appelle avant pour savoir quel est votre problème. Quand il vient vous voir, vous avez déjà échangé avec lui, il connaît votre problème, il a préparé la prestation, et donc on réinvente le commerce où on va effectivement recréer l'humanité. Alors, prolifération de touchpoint. Alors, vous avez vu, j'ai vu le mot prolifération plutôt que multiplication. Prolifération, c'est pas forcément positif. C'est plutôt négatif, donc on va essayer de comprendre pourquoi. Prolifération des touchpoints. Alors je parle aussi, alors il faudrait faire une typologie. Il y a eu tellement de touchpoints nouveaux qu'on pourrait faire aujourd'hui une typologie des touchpoints. Comme on est proche des vacances, j'ai envie de vous poser une question. À votre avis, à La Réunion ou à la Guadeloupe ou en Guadeloupe, où les gens achètent-ils le plus leur maillot de bain? La réponse est sur la plage. La réponse est sur la plage. Ça veut dire, je suis là en train de vous prendre un touchpoint qui peut paraître saugrenu, mais on a un touchpoint qui est particulièrement adapté à l'endroit où est la personne, à la disponibilité de la personne et à la disposition de la personne. Or, aujourd'hui, on a un commerce qui doit se réinventer en réinventant des touchpoints qui s'intègrent dans le parcours de vie et l'état d'esprit du client. Et là, il y a plein de choses à faire. Je me souviens d'une marque qui s'appelle Promode. Malheureusement, ce n'était pas bien adapté à la marque Promode, mais qui proposait des bars à vêtements. Qu'est-ce que c'est qu'un bar à vêtements? Eh bien, on vous mettait dans votre chambre d'hôtel une barre avec des vêtements. Alors, des vêtements de préférence, évidemment, de votre taille, puisqu'on connaissait votre taille. On connaît vos préférences. Je sais que vous adorez le rose. Et je sais que vous êtes plutôt disponible puisque vous êtes en vacances. On voit là qu'on réinvente le commerce qui va devenir de plus en plus petit. On a eu le retour du camion pendant le Covid. Alors moi, ça fait très longtemps que je pense qu'il y a un retour du camion. On en a parlé avec des marques comme Zalando, etc. Mais c'est évidemment pas un camion comme avant. C'est un camion marketé, connecté. Un camion qui va passer d'un village à un autre. On va créer de l'humanité, on va créer de l'interaction, de la relation. Et le camion, il va être connecté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place dans un camion. Bah oui, il n'y a pas de place dans un camion, mais si avant que j'arrive, vous savez que je suis un camion, ça existait il y a très longtemps, ça existe encore, où je vends du bricolage, que cette semaine, vous avez plutôt besoin de louer, peu importe, je sais pas, de la perceuse, eh bien, je sais que je vais le mettre dans mon camion, donc je vais aller sur Internet, je vais mettre dans mon panier de location ce que je voudrais, et donc on réinvente le commerce. Et il y a une forme de sobriété aussi certainement là-dessus, pas sur le camion, mais sur le... Alors du coup, je me suis rendu compte, quand on regarde la multiplication des touchpoints qui ont eu lieu, on a des touchpoints de plus en plus petits. Ce point de contact de plus en plus petit. On a des camions, on a du shop-in-shop. Demain, on peut effectivement aller dans le magasin et y mettre son stand. On peut avoir... on a Monoprix qui allait dans les halls des entreprises. Et là, il y a plein de choses et la créativité n'a pas de limite. La créativité peut être extrêmement intéressante par rapport à ça. On a des magasins éphémères. On sait que le luxe a développé des magasins éphémères et qui créent de la surprise aux clients en réinventant un univers complet. Parce qu'avec la jeune génération, le luxe a besoin de se réinventer et on travaille beaucoup sur la surprise et d'autres formes de rencontres. Alors je dis c'est bien, il y a plein de points de contact. On a vu le drive piéton, Leclerc qui a fait un drive piéton, donc plein de points de contact, mais qui sont de plus en plus petits. Donc je note l'éloge du petit, on revient vers du petit commerce, et donc la problématique qui se pose, c'est que je vais avoir un ensemble de touchpoints qui va se rapprocher du parcours de vie du client, et on crée un commerce en pointillé. Jusque-là, tout va bien. Il faut savoir que vous regardez les grands, quand je dis les grands, c'est les Auchan, les Carrefour, eux aussi, ils veulent devenir plus petits. C'est amusant, et dans les années 60, il y avait une course à la taille, et là, on est de plus en plus petit, mais on se rapproche de vous. Les DNVB, à l'inverse, les Digital Native Vertical Brand, les marques qui sont nées dans le digital, quand elles implantent un magasin, elles vous disent « je veux un magasin, mais je veux un petit magasin ». Je veux un magasin pour créer de l'intimité, de la convivialité, de la connivence, et je vais réinventer l'entretien avec le client. Je pense à une entreprise, je ne sais plus si je vous en avais parlé la fois dernière, qui s'appelle Bonne Gueule,
Bonne Gueule, c'est une entreprise qui part d'un vrai besoin. C'était un blog, au départ, où deux hommes s'étaient rendus compte qu'ils n'arrivaient plus à s'habiller, à se donner un style. Et à chaque fois qu'ils allaient dans les boutiques, en fait, on leur poussait du produit. Donc, ils se sont dit, en fait, on n'arrive plus à s'habiller, donc on va créer un blog. Donc, sur ce blog, ils donnaient des idées de style aux hommes, etc., etc. Ça a tellement bien marché qu'ils ont décidé de créer leur site Internet. Donc, ils ont créé un site Internet où l'objet n'est pas de vendre du produit, mais d'aider les gens à trouver leur style, d'aider les gens à trouver une façon d'être différents. Donc, on est vraiment dans un accompagnement sur le style vestimentaire. Et puis, ça marchait tellement bien qu'ils ont décidé de créer des magasins. Vous avez dû en voir, il y en a un à Lille, il doit y en avoir un à Paris. Et là, effectivement, on va avoir 1 heure de coaching style, je crois, qui est gratuit, où vous avez un rendez-vous pendant un temps avec un vendeur qui est là avant tout pour vous aider à changer votre façon d'être parce que vous en avez besoin. Alors, le directeur RH de Bonne Gueule m'a fait sourire parce qu'il m'a dit qu'un jour, alors est-ce que c'est vrai parce que ça peut relever de l'anecdote, il a vu un client qui est rentré d'une certaine façon, un peu comme ça, et qui est ressorti comme ça. Une forme de fierté d'avoir trouvé son style. Il me dit, voilà, ça c'est ça. Est-ce que c'est du storytelling? Je n'en sais rien, mais je vous le relais. Alors, donc très clairement, on a un éloge du petit. Donc le petit revient sur le devant de la scène, ce qui est quand même très très bien. Et très clairement, ce que je mets dans mon ouvrage, c'est que être omnicanal ou ne pas être, la question évidemment ne se pose plus. Le client, il s'est habitué à acheter où il veut, quand il veut. Et donc, l'omnicanalité est évidemment une obligation. Alors, il y a plein de questions. Petite anecdote, je me suis retrouvée à Lyon. J'étais là-haut, vers la Croix-Rousse. Et là, je vois un drive. Je ne sais plus si c'était Auchan ou Leclerc, peu importe. Bon, je me suis dit, je vais rentrer quand même dans le drive. Je vais regarder déjà la devanture et rentrer dans le drive. Et là, je me dis, c'est pas possible. C'est juste pas possible. C'était dans un bazar pas possible, la devanture pas soignée. Je me dis, on crée un nouveau touchpoint pour être plus proche des clients et on sait que le drive piéton cible beaucoup les trentenaires. Les trentenaires sont très accros au drive piéton. Il n'y avait aucun soin accordé à ce touchpoint. Je me dis, un trentenaire qui ne connaît pas forcément Leclerc, qui n'est jamais allé, quelle image va-t-il y avoir en termes de dégradation de ce touchpoint? D'une part, parce qu'il ne connaît que ça, et même si je multiplie les touchpoints, comment assurer une certaine forme de cohérence entre des touchpoints qui sont à la fois hétérogènes, de tailles différentes, de formes différentes, etc. Donc je me suis posé plein de questions, et je pense que c'est des questions qu'il faut se poser. Quel est le rôle de chaque touchpoint dans un dispositif omnicanal? Demain, vous voulez créer une marque forte qui dise quelque chose au client qui ait un sens. Quel est le rôle de chaque touchpoint? Aujourd'hui, les marques essayent de vous faire revenir en magasin parce qu'on sait que c'est là qu'on va créer une émotion, qu'on va créer un souvenir, qu'on va créer un attachement client. Donc le magasin revient comme le cœur du système omnicanal. On sait bien, ça m'a fait sourire parce que, pardon, il y a peut-être des banquiers certainement. Les banquiers, oui, pardon, les banquiers ont été les premiers à dire à leurs clients, ne vous déplacez pas, restez chez vous pour faire vos virements bancaires. Donc on mettait au travail le client. Maintenant, les banques aimeraient bien qu'elles reviennent plus souvent parce que là, on pourrait faire des choses, évidemment. Il y a une banque italienne qui voulait tellement faire revenir des clients qu'elle a mis dans la banque un espace petit gâteau par un pâtissier très connu en Italie où il y avait des moments de convivialité. Et là, je vois, ils ont encore les moyens. Voilà, en tout cas, ça a fait le buzz, donc c'était déjà... voilà, alors ce qu'on sait aussi, les travaux de recherche le montrent, Michael Flacangi a travaillé là-dessus. Aujourd'hui, on ne travaille pas sur l'expérience, en fait. On travaille sur le souvenir de l'expérience. Ouais. Si vous avez une mauvaise expérience et que moi je vous appelle derrière, et puis que je dis, voilà, on voit bien que c'est peut-être le souvenir de la dernière expérience qui va impacter. Tout à l'heure, on a parlé de transformer le pépin en pépite. Je me suis demandé toujours pourquoi chez Leroy Merlin... les clients étaient si contents de Leroy Merlin. Vous avez qu'à regarder à la sortie sur les caisses, vous aviez, malheureusement ils sont en train de le retirer, des caissières extrêmement sympathiques, extrêmement agréables, extrêmement souriantes. Et le discours Leroy Merlin, c'était de dire on soigne vraiment les caissières parce que c'est le dernier point de contact avec le client et donc c'est le souvenir qu'elles vont créer. Malheureusement, ils sont en train de substituer pas mal de choses. Alors la gestion de chaque touchpoint, vous allez me dire c'est facile de gérer chaque touchpoint. C'est pas facile à dire ça. Sauf que ce touchpoint, il est dans un système d'autres touchpoints et que ces touchpoints sont en interdépendance réciproque.
Et là, ça devient extrêmement compliqué. Là, voilà, il y a de l'interdépendance. Alors, le commerce en pointillé, je me posais la question demain, que va devenir votre ADN de marque? Si j'ai un commerce en pointillé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comment construire et gérer un capital marque lorsque l'entité est un empilement, une juxtaposition ou une orchestration de petits éléments différents? Ouais, comment je vais gérer tout ça? Comment construire du sens lorsque la marque fédère des petites choses hétérogènes? Je vous ai dit tout à l'heure que c'était un commerce en pointillé. On pourrait parler aussi d'un commerce en confetti. J'ai des entités de plus en plus petites qui se rapprochent du parcours du client. Et donc, ça permet d'augmenter la visibilité, les occasions de contact avec le client. Donc, c'est très bien. Mais comment je vais me construire, moi, en tant que marque, en tant qu'ADN de marque? C'est vendredi soir. Voilà. Et puis vous, puisque c'était le sujet aujourd'hui, comment vous allez gérer la multiplication de ces touchpoints et canaux dans une logique de service, de satisfaction et de fidélisation des clients? Là, je pensais à un truc, ça me vient. Je me suis dit, si votre camion, c'était quelqu'un qui a l'administration des ventes ou quelqu'un qui fait du call center, si vous faisiez tout bouger et modifier des choses, des vies ma vie, et sortir vraiment du cadre. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je suis repartie en arrière, c'est pour vous éviter de partir le vendredi soir. Alors, la fin du marketing à l'ancienne, la réponse c'est oui, évidemment, et là on est juste sur des sujets qui sont énormes. On a des disparitions de frontières entre communication et distribution, ça c'est pas nouveau. Un site internet, est-ce que c'est de la communication ou de la distribution? Un réseau social, est-ce que c'est de la communication ou de la distribution? On sait très bien qu'on peut techniquement acheter sur un réseau social directement, donc le réseau social devient outil de distribution. Il y a quelques années, vous en souvenez peut-être, c'était il y a un petit moment maintenant, Comptoir des Cotonniers avait lancé une publicité qui était « Cette nuit, on implante 10 000 magasins ». Donc évidemment, ça avait fait le buzz, on s'est dit qu'est-ce qu'ils racontent, etc. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient tout simplement proposé des affiches sur lesquelles il y avait un vêtement, il y avait un QR code et sur lequel on pouvait acheter directement. Donc on voit bien que c'était a priori une publicité, mais cette publicité devenait outil de distribution. Alors ça je vais... Alors, le rôle des data et des métriques, je pense qu'il n'y a rien à rajouter. On pourra rajouter effectivement du chat GPT, on pourra rajouter la data. Ce que je note aussi, c'est véritablement... on a des outils digitaux qui peuvent être des touchpoints. Il faut les utiliser s'en emparer utilement ou s'en séparer. Ouais. Alors les commerciaux, les conseillers, on leur donne des équipements. Je vois encore qu'on pousse de l'équipement. Le commerciaux, il ne voit pas les bénéfices de cet équipement, c'est-à-dire qu'on ne va pas plus loin. Souvent, on me dit c'est un vendeur augmenté. Moi, je dis c'est une épine dans le pied. Donc aujourd'hui, il va falloir repenser tous les dispositifs digitaux à la disposition du vendeur ou du client. On parle de digitalisation depuis 10 ans. Digital, c'est mettre des écrans dans les magasins, dans les banques, dans les assurances. Au départ, on savait bien que ça ne marcherait pas. Moi, j'ai un poste d'il y a au moins 10 ans. J'ai dit arrêtez avec le Digital, avec le Roi Merlin. Très vite, on s'est dit qu'il fallait arrêter avec ça. Pourquoi vous voulez que le client il vienne sur une borne en magasin alors qu'il peut être tranquillement chez lui avec son café en pyjama à naviguer sur son site internet? Donc, il n'y avait pas de valeur ajoutée dans la Customer Journey, dans le parcours client. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure j'ai en fait, donc je n'avais pas prévu un truc très long, donc ne vous inquiétez pas, je vais pas... Oui, c'est ça, c'est ce que je me disais. J'avais prévu jusqu'à 17h, alors ça tombe bien. Ah, ça c'est cool, ça j'aime bien. Merci, Rise. Du coup, des vérités, des contre-vérités, des évidences dans le commerce du XXIe siècle. Alors j'avais envie de... Les deux qui me viennent à l'esprit, la première c'est... Première vérité, je suis professeure d'université, comme mon amie Isabelle. Je n'ai jamais encore entendu d'étudiants me dire « Mon rêve, c'est de pousser le caddie le samedi après-midi. » Ça n'existe pas. Donc, voilà, alors je suis sur les étudiants. Donc, quand on me dit « Non, mais les choses ne vont rien changer », je dis « Voilà. » Ce que je peux vous dire, c'est que ça n'existe plus. Ça veut dire que l'on pense que l'hypermarché
C'est vrai que ça fait des années qu'on annonce son déclin et qu'il est en phase de maturité de déclin. N'empêche qu'aucun étudiant poussera le caddie quand il sera trentenaire, encore plus quand il aura 1 ou 2 enfants. Ça, c'est une vérité absolue. Si vous allez dans les hypermarchés, vous allez voir que les profils ne sont probablement pas ceux dont je viens de parler. À l'inverse, on a Amazon, clairement, qui rentre dans la vie des gens. Enfin, maintenant qui est rentré, mais en tout cas, une des stratégies d'Amazon, c'est de rentrer dans la vie des gens au moment où ils ont leur premier enfant, où il faut absolument réduire le taux d'effort, accélérer la facilité d'utilisation et d'achat. Et donc, on a ça également. Alors, les défis de demain, j'ai mis du commerce en 8 lettres à un commerce en 8 lettres. Alors, on est passé du commerce à Tawad. Vous savez, cette multiplication des touchpoints fait que vous pouvez être livré où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Vous pouvez acheter à n'importe quel moment. Vous êtes dans les transports, vous faites un achat, vous êtes à la maison, vous êtes sur une terrasse. Anywhere, anytime, sur n'importe quel device. Et vous pouvez trouver le contenu un peu partout. Ce commerce, c'est un commerce où on donne la liberté aux clients, en principe. On est en train de dire que vous pouvez acheter où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. C'est donc en principe la liberté. Je vous ai mis le commerce irritant, donc un terme en 8 lettres, où là, très clairement, moi je vois des gens en souffrance, on en a parlé au webinaire la fois dernière, des clients qui n'en peuvent plus. Avant, j'avais un seul touchpoint, il était responsable de moi. Si j'avais un problème, je retournais en magasin, il me résolvait mon problème. Aujourd'hui, j'ai plein de touchpoints. Et pof, on joue au ping-pong avec moi. C'est-à-dire que, je vais citer personne, je suis dans la téléphonie mobile, je tente de réduire mon problème, je vais en boutique, on me dit « Ah non, ça c'est sur le site internet. » Sur le site internet, c'est écrit « Ah non, il faut appeler la relation client. » Et donc, plus personne ne se sent responsable de moi. Et en fait, il y a plein de touchpoints comme ça, c'est génial. Mais il y a une dilution de la responsabilité. Plus personne ne se sent responsable de mon problème. Et moi, je vois des gens en souffrance. On a parlé l'autre jour d'irritation client. Moi, je dis, bah ouais, mais enfin, on y est aussi pour quelque chose. Hein. Moi, j'ai vu des gens qui allaient pleurer, quoi, en disant, j'arrive pas à avoir de box. J'y arrive pas. Et vous avez tous connu ça. Je pense qu'on a tous connu ça. Alors, soit ils sont en souffrance, ils ont envie de pleurer, soit ils deviennent agressifs. Voilà. Ça veut dire que l'enjeu dans le prochain commerce, c'est de vraiment faire quelque chose pour prendre de la hauteur. On ne peut plus continuer comme ça. C'est vrai côté client, c'est vrai côté équipe. Il y a une forme de lassitude dans les équipes qui est énorme. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une diminution du sentiment d'autonomie. En fait, ils n'ont plus d'autonomie parce qu'il y a des touchpoints qui arrivent de partout, qu'ils doivent gérer. Ils ne savent plus qui leur écrit. Il n'y a plus de cohérence. Il y a une conversation sans queue ni tête parce qu'ils ne savent plus ce qu'ils ont dit avant. Et donc, pour les équipes, c'est extrêmement compliqué. C'est épuisant et ça ne leur procure aucune satisfaction. Donc, il faut réinventer un commerce d'antan. On va recréer du lien à chaque étape. Voilà les défis. Sortir de la pénibilité. Là, il y a tout un vrai sujet. Voilà. Alors les défis face à la prolifération des touchpoints, moi je dis qu'il va falloir éviter l'effet millefeuille. Michel Calica parle de stratégie millefeuille. Aujourd'hui on a des choses qui s'empilent. À force de s'empiler, ça se rétrécit. Donc on ne gagne rien, quoi. On ne gagne rien, ça ne se substitue pas, ça s'empile. Donc il va falloir faire autre chose. Alors moi je suis à la recherche, si vous en trouvez un, vous me le dites, ce que j'ai appelé un métacanal. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un métacanal ? Ça n'a rien à voir avec le métaverse, même si je parle du métaverse dans mon ouvrage, mais ce n'est pas ça. Il y a plein de touchpoints, et à un moment donné, il va falloir qu'il y en ait un qui prenne le lead sur tout le monde. Quel va être ce métacanal capable d'avoir une vision globale d'une conversation qui a lieu avec le client sur différents touchpoints et dont on ne comprend rien ? Alors, ce métacanal, ça peut être quoi ? Bien sûr, ça peut être l'espace client, mais complètement réinventé. Je vous invite à voir l'espace client pour ceux qui ne connaissent pas de chez Nespresso. Ça n'a rien à voir, et là on va pouvoir faire des choses incroyables qu'on ne faisait pas avant. C'est un espace commun où on va savoir ce que le client a dit, ce qu'il a fait, peut-être y mettre les différents touchpoints et également les interactions avec le vendeur. Demain, peut-être que cet espace deviendra un site internet individualisé. Moi, je pense que ça sera ce qui va se passer. Donc, je vais avoir sur cet espace, et puis mon vendeur préféré, qui me connaît, et j'adore, parce que c'est toujours le même, il me connaît bien, j'adore comment il me parle, etc. Il me demandera l'autorisation d'aller sur mon espace, je lui dirai oui, et là, il ira me mettre des produits qui viennent d'arriver, des produits nouveaux. Ou il sait que c'est l'anniversaire de ma maman, et il va me mettre un produit génial, quoi. Ou alors, il va me pousser de l'information utile en me disant
Ouais, j'ai eu ça comme info, je pense que ça peut vous intéresser. Donc il va falloir créer des espaces où on est ensemble, où on se comprend, et on ne doit pas sauter d'un touchpoint en ayant ni queue ni tête. Voilà, l'application. Alors le retour de l'application, moi j'y croyais pas du tout l'application avant, parce que tout le monde voulait lancer son application. Si vous lancez votre application, ça ne marche pas. Sauf si vous faites plus que ce que font les autres sur cette application. Je vais vous donner un exemple que j'aime bien donner, c'est Blédina. Blédina, ça parle à tout le monde. Avant Blédina, ils vendaient des petits pots pour bébé. Vous allez me dire, Maryse va me dire, ils vendent toujours des petits pots pour bébé. Mais aujourd'hui, quand ils disent ce qu'ils font, ils disent, on accompagne les parents à nourrir leur bébé. Et ça change tout. Ça veut dire que quand ils prennent cette posture, on accompagne les parents à nourrir les bébés. On va certes continuer à vendre des petits pots, mais on va pousser des recettes en disant aux parents, non, mais vous devez faire du frais pour vos enfants, c'est obligatoire, hein, il faut faire du frais. Et ça tombe bien, vous poussez des recettes. On va les mettre en relation avec des communautés d'autres parents qui ont les mêmes problématiques. Mon enfant régurgite, et donc on va créer du lien social. On va éventuellement les mettre en contact avec les diététiciennes, etc. Donc on va créer un espace complet, et là, l'application, elle a du sens. Si je crée une application de Blédina pour vendre du petit pot, personne ne va le charger. Si j'ai une application de Blédina qui accompagne les parents à mieux nourrir leur bébé, là, on aura probablement quelque chose. Voilà. En tout cas, il y a plein de sujets. J'ai évidemment pas le temps de le développer. Je surveille, le week-end va démarrer dans quelques secondes. Donc, j'avais mis le commerce safe que j'ai... J'ai parlé qu'il va falloir redonner du sens. Ça paraît une évidence aux clients, mais aussi aux collaborateurs en période de difficulté de recrutement. Il y a une vraie problématique de sens. Il y a une vraie problématique d'accompagnement. Ce que je viens de vous donner sur Blédina ou sur Renault, aujourd'hui, je vais pouvoir accompagner complètement un client sur un parcours de vie, avec de l'humain pour plus de la chaleur humaine, avec du digital pour aller plus vite. Et donc aujourd'hui, je peux complètement l'accompagner. Et l'intérêt de tous ces points de contact, c'est que je vais pouvoir les orchestrer pour produire de la valeur sur un parcours de vie. Vous êtes en mobilité en week-end, je sais que vous adorez les musées parce que j'ai identifié l'information, je vais pouvoir vous envoyer un push en vous disant qu'en ce moment il y a un musée qui fait un truc qui va vous plaire, et en plus ça tombe bien, au moment où vous êtes tout près du musée, il n'y a pas de queue. Donc on accompagne, et la prolifération, la multiplication des touchpoints le propose. Le virtuel, bien sûr, il est évident, vous allez me dire, oui, ce que je mets dans l'ouvrage, si vous n'existez pas dans le monde virtuel, vous n'existez pas dans le monde réel, c'est évident. Mais aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin. J'ai fait une intervention il n'y a pas très longtemps auprès d'une banque. Je leur dis, il faut carrément prendre le digital en main. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus ça. Il faut s'en emparer pour l'utiliser comme moyen d'action. Exemple, un collaborateur à un conseiller va devoir, plutôt qu'avoir peur, va dire « je vais vous montrer les avis consommateurs, on va voir ce qu'il y a sur ces avis consommateurs. Ah il y a 4 étoiles et demie. Oui, je sais qu'il y a 4 étoiles et demie. Donc au moment de l'échange, je vais vous dire « écoutez, vous inquiétez pas, on va aller voir les avis consommateurs. » Donc emparons-nous de tout ce qui est techno pour augmenter, améliorer notre argumentaire et être surtout en phase avec un client qui a besoin de ça. Il a besoin des avis clients, il a besoin des commentaires, etc. etc. Donc en fait, c'est beaucoup plus loin que le virtuel actuel, c'est s'en emparer, être beaucoup moins proactif pour aller beaucoup plus loin. Alors, est-ce qu'il faudra aller dans le métavers? Ça, c'est une vraie question. Le luxe y est allé très, très rapidement. Bon, voilà. Et puis, évidemment, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, l'environnement. Le commerce, c'est plus le commerce où on va proposer du produit, mais on va proposer de la réparation, on va proposer de la seconde main, on va proposer de la location. Voilà. Et là, l'enjeu... Et moi, je pense que l'omnicanal, ça sera un ensemble de touchpoints qui va pousser des effets utiles sous forme de vente de produits, de location. Je peux utiliser tel touchpoint pour faire de la location, tel autre touchpoint. Voilà. Il y a une réorchestration des buts de chaque touchpoint dans un métacanal. Voilà. Bon, voilà. Il est vendredi, il est 17h, donc je m'arrêterai là. Alors du coup, j'avais mis ici, il y avait ça. C'était, oui, alors un métacanal, alors ça m'a amusée parce que je me suis dit, en fait, dans ce métacanal, ça serait de nouveau le vendeur, le conseiller, l'humain, qui risque d'être le maître des canaux. Moi, je crois qu'il va falloir redonner toute sa puissance au conseiller. Ce n'est pas un canal parmi un autre, le conseiller. C'est le canal. Après, naviguer, on navigue. Le Covid nous a fait encore plus naviguer sur des écrans. Et aujourd'hui,
on voit qu'il y a véritablement besoin d'humains, c'est incroyable. Et donc l'humain, il va falloir lui donner un statut à part, c'est lui qui doit être le maître des canaux. Ce qui veut dire que, bonne nouvelle, le COUM revient sur le devant de la scène, et donc le AVEC, et peut-être pourra-t-on encore parler de commerce. Du coup, j'en profite pour... Ça, c'est un ouvrage qui est sorti sur plein de visites mystères, d'entretiens qu'on a fait avec des doctorants sur réinventer le métier de commercial, de conseiller à l'ère post-digitale. Alors, qu'est-ce que j'entends par post-digital ? J'aime bien faire la comparaison avec le siècle dernier. Il y a très longtemps, quand l'électricité est arrivée, l'électricité exerçait sur les gens fascination et peur. On avait peur, si vous regardez Downton Abbey, vous allez voir quand ils voient l'électricité, il y a un stress avec l'électricité. Ils en ont peur, ça fascine et ça a peur. Je me suis dit que nous, on a vu la même chose. On a eu la même chose pendant 20 ans. Pendant 20 ans, on a été fascinés et on avait peur du digital. Aujourd'hui, si je reviens à l'exemple de l'électricité, j'ai encore jamais vu quelqu'un me dire « Tiens, je vais utiliser l'électricité pour me faire griller un toast ». L'électricité est devenue invisible, c'est une évidence, elle est là. Eh bien, je pense qu'on va observer, et non, on observe déjà, c'est le cas, ça y est, on est rentré dans l'ère post-digitale. Le digital est partout et on va de moins en moins dire, et on ne le dit plus, j'utilise le digital pour faire ceci, pour faire cela, et ça peut être plein de choses. Donc il y a une invisibilisation du digital et on est rentré d'ailleurs dans l'ère post-digitale. Voilà, mais je vous remercie de votre attention. Ça fait... donc, juste pour clôturer, avant que vous disparaissiez et que vous retrouviez Régine avec ses livres, juste pour clôturer, et j'insiste, je vais juste vous rappeler que le gros sujet de l'année 2022-2023, c'était toute la grosse étude que nous avons faite sur la relation commerciale. Donc la relation commerciale, eh bien, on clôturera avec le livre qui sera diffusé pour notre prochaine convention le 10 novembre. Donc je vous invite pour ceux qui n'ont pas encore rédigé, mais là je pense qu'on arrive au bout, à véritablement nous envoyer encore vos derniers écrits. On va tous les introduire. Là, je vous ai remis le rétro-planning et cette publication sera transmise et donnée lors de la prochaine convention le 10 novembre, retenez-le, le 10 novembre 2023 et ça sera au Cercle Interallié. Et je voudrais juste, avant de vous libérer, parce que c'est le week-end et il n'y a pas eu de pause et je sais que vous êtes peut-être fatigués, je voudrais juste vous inviter à lire un livre qui s'appelle « Pensée rapide et pensée lente ». Parce que ça, c'est très important quand on s'intéresse à tous nos sujets dans le monde du service et quand on analyse et qu'on est obligé de rentrer dans une finesse d'analyse, il faut absolument se détacher et de se défaire des biais. Et ce livre, il est écrit par Daniel Kahneman, K-A-H-N-E-M-A-N, Daniel Kahneman, et c'est Pensée rapide, pensée lente, et je pense que c'est très intéressant et c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument lire parce qu'on est très soumis justement à comme dit, et il aime à dire Jean-Yves, pensez vite, pensez rapide, et bien là c'est pensée lente et pensée rapide. Voilà, donc je vais clôturer avec ce projet, ce livre que je vous invite à lire, et puis surtout je vous invite à aller discuter avec Régine qui vous attend pour dédicacer son livre et pour que vous puissiez aussi vous en l'accaparer, l'acheter. Donc rendez-vous le 10 novembre. Et je ne sais pas s'il reste de l'eau, s'il y a encore des choses, mais voilà. Merci à vous tous et puis à bientôt. J'espère que cette convention vous a plu.